Quand tous les membres de la famille Sanogo se retrouvent au salon, face à la télévision, la lutte pour le contrôle de la télécommande commence. Ça, tu viens regarder quoi? À cause de vous, je ne peux même pas regarder mon ballon. La Coupe du Monde bat son plein et complique les choses en ce moment pour les amateurs de films, notamment de novelas. On compte les jours à ce que ça finisse. À cause de nos films, surtout novelas, c'est tout. Mon papa avec mon frère, ils regardent la télé en regardant Coupe du Monde. Nous, on ne veut pas regarder Coupe du Monde, on veut regarder novelas. À l'heure des matchs, le père de famille s'installe et s'impose. Passion du football oblige. Avec les enfants, c'est pas facile. Surtout avec madame même. Et avec les histoires des novelas, il y a tout un problème. Moi, je lui dis, mais attends, c'est la Coupe du Monde, quand même, il faut t'intéresser un peu au football, mais là, ça passe pas. Les querelles autour du contrôle de la télécommande, une réalité dans la plupart des familles où nous sommes passés. Mais un compromis finit généralement par être trouvé. Moi, c'est les après-midi, je regarde mes petits films. Voilà. Bon, à partir de 12h et 13h, là, les enfants s'imposent, mais moi, je force. Mais quand je vois que c'est l'Afrique qui joue, là, je danse mes films. Là, je regarde aussi. Nous, à 13h, on la laisse regarder son film. Et puis, quand son film finit, on prend la télécommande, on change dans la Coupe du Monde. Pour vivre leur passion du football sans susciter des grincements de dents, de nombreuses personnes choisissent les espaces publics. Avec cette histoire de télécommande là, au moment où tu suis un match, elle préfère suivre les films. Donc je préfère venir au maquis. Tu vas voir l'enfant qui veut regarder une autre chaîne, tu vas voir la madame qui veut suivre un film. Voilà qu'on peut faire se retrouver entre amis, puis discuter, échanger. C'est des moments conviviaux. La Coupe du Monde soulève des passions et bouscule les habitudes des amateurs de télévision. Instruction ferme, puis la manœuvre peut se dérouler. Il n'y a plus de ballon là-bas. Comment il te sent? Je suis tellement joyeux que le mot joyeux, quoi. Je suis tellement content. Le tireur n'est pas un homme en armes. C'est un civil comme ces dizaines de personnes venues voir de plus près le fonctionnement du corps d'élite de l'armée ivoirienne, la gendarmerie nationale. Hier en griffe, je veux dire, nous sommes dit que la gendarmerie était un mystère, la gendarmerie était un problème pour la population. Mais aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons pris part et nous comprenons vraiment que la gendarmerie et les populations doivent se mettre vraiment ensemble pour une bonne cohésion. D'ordinaire discrète, la marée chaussée s'ouvre pendant 3 jours aux populations. Son objectif, se rapprocher véritablement d'elles et gagner davantage leur confiance. À ces premières journées portes ouvertes, toutes les unités de la gendarmerie nationale sont présentes. De la brigade cynophile en passant par la gendarmerie territoriale à la gendarmerie mobile, la Grande Muette dit tout sur son fonctionnement. Nos missions, nous avons des missions de police administrative qui sont des missions qui ont un caractère préventif. En effet, dans ce cadre-là, le gendarme, par exemple, prévient en réglant la circulation, il prévient les accidents sur les routes. Nous avons des missions classiques qui sont le maintien et le rétablissement de l'ordre. Et en plus de ces missions, nous avons d'autres missions comme la sécurisation des frontières, la lutte contre le pillage clandestin, la lutte contre le coupage de route. Assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que la défense opérationnelle du territoire national, la gendarmerie nationale y tient. Elle qui s'est adaptée au fil des ans à l'impérialisme des technologies. À cette exposition, ces unités spécialisées ont aussi sorti la grenadillerie. Oui, c'est l'atelier des artificiers de l'UIGN. Vous allez me demander c'est quoi un artificier? Un artificier, c'est celui-là même qui est chargé d'enlever les colis piégés, les voitures piégées. Nous sommes chargés aussi de faire la dépollution. La dépollution, c'est lorsqu'il y a une crise de grande envergure comme celle que la Côte d'Ivoire a connue. Ce sont ces gens-là même qui sont chargés d'enlever les restes explosifs de guerre.
Durant ces 72 heures, la gendarmerie entend démontrer sa force de frappe et rassurer les populations de la capacité de ces hommes à faire face aux défis sécuritaires. Au nombre des 256 576 candidats au baccalauréat cette année figurent 15 déficients auditifs. Ce vendredi, regroupés au Collège moderne du Plateau, ils affrontent les épreuves orales. Ils sont soumis aux épreuves ordinaires comme même les entendants, sauf qu'à la différence des entendants, ils ne peuvent pas parler. Donc on indique à l'examinateur la méthodologie à suivre pour pouvoir les interroger. Le candidat sourd, naturellement ne pouvant parler, le professeur lui pose des questions sur le brouillon et il répond avec la même méthodologie que les entendants à l'écrit. Souvent, les professeurs leur posent des questions personnelles, telles que par exemple, quel est ton nom, ton âge, tu aimes l'anglais. Les professeurs choisissent les tests aussi, mais c'est les tests qu'ils ont déjà vus. Surtout même en français, ils ont les romans, ils lisent et puis on leur pose des questions là-dessus. Dans la cour du collège, certains candidats attendent avec impatience leur tour de passage. J'ai bien étudié le français, ça s'est bien passé. Et les professeurs demandent d'attendre, quand ils vont finir, ils vont m'appeler pour faire l'anglais. Souleymane, candidat pour le bac D, est soumis à l'interrogatoire d'anglais. Après les questions, Souleymane peut rentrer chez lui. Il est confiant pour la suite. J'ai répondu aux 5 questions qu'il m'a posées. Il m'a demandé d'écrire mon nom, de demander mon âge, ma classe et si j'aime l'anglais. J'ai fini de faire l'oral d'anglais, maintenant je vais passer à l'oral de français. Son niveau est acceptable puisque sur les questions qui lui ont été soumises, c'est une seule question qu'il n'a pas pu répondre. Je me dis quand même que c'est bien, c'est bon. Ces candidats déficients auditifs affronteront dès le mardi 3 juillet les épreuves écrites du baccalauréat au même titre que les candidats ordinaires. Un important don en vivre et en non-vivre aux sinistrés des récentes pluies diluviennes. Composé de riz, de lait, de pâtes alimentaires, de matelas, de chaussures, de chaises et de pots de peinture. Ce don est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Coût du don, 25 millions de francs CFA. Selon les donateurs, cet appui vise à soulager les familles en détresse qui, pour la plupart, ont presque tout perdu du fait des fortes pluies. Nous venons humblement apporter notre soutien aux familles sinistrées. Nous espérons que ce petit soutien aux familles leur permettra de retrouver le sourire. Un acte de solidarité que Maria Toukone, ministre en charge de la solidarité, n'a pas manqué d'apprécier. Je voudrais vous traduire la reconnaissance de tout le gouvernement, mais aussi de toute la nation ivoirienne. Toute la nation ivoirienne qui est sensible à votre élan de solidarité. Communauté libanaise en Côte d'Ivoire n'est pas sa première action du genre. La semaine dernière, une action similaire avait été posée par cette communauté qui avait offert aux sinistrés via le ministère de la Solidarité 2 camions chargés de vivres et non-vivres. Le gouvernement gambien met en vente les biens de l'ex-président Yahya Jammeh. Il s'agit des richesses qu'il aurait acquis avec l'argent du contribuable. Sur le marché, 5 avions, dont un Boeing 272, un bombardier Challenger et 30 voitures de luxe que l'ancien chef d'État gambien n'a pas pu emporter en exil en Guinée équatoriale. La vente de tous ces appareils et véhicules pourrait permettre de récolter plus de 5 milliards de francs CFA. Si Jammeh veut revendiquer un titre de propriété, il devrait se manifester avec cette requête. Mais en ce qui nous concerne, nous estimons que ces voitures, ces biens, ont été acquis avec de l'argent public. Ils appartiennent à juste titre à l'État. Avec le gouvernement, nous travaillons actuellement sur la création d'un portail Internet où tous ces biens seront postés et toutes les informations concernant ces biens, que ce soit les voitures ou les avions, seront disponibles pour que le public y ait accès. Selon les autorités gambiennes, les fonds collectés après la vente vont servir à financer plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'agriculture. Nous avons pris la mesure de précaution de vendre ces voitures et ces avions pour empêcher qu'ils ne se détériorent davantage, auquel cas
il n'aurait plus aucune valeur pour le gouvernement. Il y a un compte pour le recouvrement des avoirs qui a été ouvert à la Banque centrale. Donc l'argent de tous ces biens vendus ira sur ce compte. Maintenant, la façon dont ces fonds seront utilisés dépend du gouvernement. Ils pourraient être utilisés pour compléter le budget. Cette vente, faut-il le préciser, n'est pas la première. En janvier dernier, le pouvoir en place avait procédé à la vente du bétail qui se trouvait dans les fermes de Yaya Jammeh. Tout l'argent récolté va également permettre de couvrir les dettes de l'ancien président gambien vis-à-vis de la Société de sécurité sociale et de financement du logement, une institution chargée d'administrer des fonds sociaux.